Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Jean-Paul Garot, bonjour. Bonjour. On est très heureux que vous ayez accepté cet entretien pour tous les adhérents de l'Institut pour la justice et puis soyons ambitieux peut-être aussi pour tous les Français, en tout cas tous ceux qui verront cette vidéo. Alors je vais passer tout de suite à la première question. Quel est votre constat en matière d'insécurité en France? Est-ce que vous trouvez que la France est un pays sûr? Est-ce que vous trouvez que la France est un pays moins sûr qu'à une certaine époque ou qu'il ne pourrait l'être? Non mais de manière tout à fait objective, le constat est catastrophique. Voilà, il est catastrophique, il a beau être camouflé par un certain nombre de chiffres parce que les gouvernements sont toujours tentés de manipuler les statistiques. Le résultat est très mauvais et je peux vous dire que quand on va dans un certain nombre de pays en Europe, on se rend compte, mais immédiatement, l'espace de quelques heures, ce à quoi on s'est habitué en fait. On supporte l'insupportable, on s'habitue à l'inadmissible, comme s'il s'agissait d'une fatalité. Je pense qu'on peut mesurer, bon, je ne parle même pas des cambriolages et des atteintes aux biens, mais je pense qu'il faut mesurer quand même ce que j'ai appelé l'ensauvagement de la société par, à mon avis, deux marqueurs. Le premier, ce sont les homicides et les tentatives d'homicide, parce que c'est comme ça que les criminologues font pour mesurer le niveau de gravité en matière d'insécurité dans un pays. Et l'autre, c'est tout ce qui relève des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Parce que ça, c'est un élément que je crois, et d'ailleurs dont nous avons fait avec Jean-Paul un des axes de notre projet, il faut arracher à la source cette dégradation continue de la relation à l'intégrité humaine. Il en va du respect de la vie et c'est toute cette aggravation qui entraîne la gratuité des agressions, la gravité de la nature des agressions, c'est-à-dire les agressions gratuites, mais aussi les meurtres ou les assassinats gratuits. Donc oui, la situation est très mauvaise. Dans cette situation-là, quel est pour vous le rôle que la justice a joué? Quel est le rôle qu'elle devrait jouer? Je vais essayer d'être juste à l'égard de la justice, parce qu'il est évident que nous avons vécu la montée en puissance dans la justice, et je parle sous le contrôle de Jean-Paul, d'une véritable idéologie, qui était l'idéologie qui puisait ses racines à gauche, qui a été à l'origine d'ailleurs de la création du syndicat de la magistrature et qui considérait que, de manière générale, les délinquants étaient des victimes de la société et que donc il fallait les traiter comme des victimes et traiter la société en réalité comme coupable de la situation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une justice qui est en partie dans l'incapacité de mener à bien sa mission. Je veux dire, tant que l'intégralité de la chaîne pénale ne sera pas réparée, reconstituée, alors on aura des policiers qui travaillent pour arrêter des criminels et des délinquants, qui vont devant des juges qui soit ne sont pas en capacité de les juger parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, soit ne souhaitent pas prononcer les peines qu'ils devraient prononcer parce qu'ils savent que derrière, au bout de la chaîne, le système pénitentiaire n'est pas capable d'absorber leurs décisions. Donc moi j'ai souvent discuté avec des magistrats qui m'ont dit on est dans l'incapacité en réalité de faire appliquer correctement la loi. Le matin, le parquet reçoit le mail qui dit combien il y a de matelas par terre dans la prison d'à côté. Ça veut dire mollo, parce qu'on a déjà une surpopulation dans la prison d'à côté, donc ce n'est pas la peine de prendre des peines trop dures. Et puis, il n'y a rien de pire pour un magistrat qui représente l'autorité que de prononcer une peine dont il sait pertinemment qu'elle ne sera pas appliquée. Alors, cette idéologie, plus l'absence de moyens, dont on peut se poser la question d'ailleurs de savoir si elle n'est pas la conséquence de l'idéologie aussi, fait que, eh bien, on arrive à une situation qui est catastrophique, c'est-à-dire une situation où il existe un fossé qui est considérable entre les peines encourues et les peines prononcées, et les peines prononcées et les peines exécutées. Et le signal dans la société est un signal très mauvais. Et l'idéologie judiciaire, vous en avez parlé, vous voyez son rôle en tout cas dans la dégradation de la situation, mais comment est-ce que pour vous, est-ce qu'il faudrait lutter contre cette idéologie? Est-ce que vous
prévoyez des mesures spécifiques ou des actions spécifiques à ce sujet-là? Jean-Paul, je vais te laisser la parole parce que toi, tu connais ça de l'intérieur. Oui, oui, parce que j'ai été quand même pendant de nombreuses années magistrat, et mon père et mon grand-père aussi, donc je connais bien cette institution. Et même en politique, évidemment, je suis un peu spécialisé sur toutes ces questions. Comme le disait Marine, il y a une déperdition à tous les niveaux, en réalité, qui fait que les policiers et les magistrats, finalement, à la fin, considèrent qu'ils travaillent pour rien. Donc c'est terrible. Entre le fait puisqu'on parle de sécurité, de trouver le délinquant, trouver une solution à une affaire. Bon, déjà, il y a un taux d'élucidation des affaires qui est en berne. Hein. Le chiffre est quand même pas très très bon. On ne sait pourquoi. Et il faut surtout pas rejeter la faute sur les policiers ou les gendarmes, parce qu'on connaît bien sûr malheureusement la situation qui est la leur aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, il faut que les affaires soient poursuivies, c'est-à-dire que le procureur de la République entame des poursuites. Or, il faut savoir que plus de la moitié des affaires ne sont pas poursuivables, ne le sont pas. Donc la première des réponses pénales, en réalité, c'est une non-réponse. Le classement sans suite. Et ensuite, quand il y a une réponse pénale, en réalité, c'est des réponses alternatives. C'est là où l'idéologie a pris le pas. C'est-à-dire que dans le mot peine, on va sortir tout ce qui est sanction. Et cela, ça date d'il y a 30-40 ans. Hein, ça a commencé depuis longtemps. Et tous les gouvernements successifs se sont engagés dans cette voie de l'alternative. En fait, la sanction a perdu vraiment l'essence. Et maintenant, le secondaire, si vous voulez, l'accessoire qui était l'alternatif, les mesures alternatives sont devenues le principal. Donc on a tout inversé. Et à la réalité, c'est qu'au fur et à mesure, eh bien, on aboutit à une impunité. Donc il faut redonner tout son sens à la peine et ne pas dire que la sanction, la prison, c'est l'exception. Non, ça en fait partie. Donc, alors pour lutter contre tout cela, vous savez, moi j'ai quelques souvenirs, j'ai été notamment directeur adjoint de l'école de la magistrature, et la première conférence qui se fait à l'école nationale de la magistrature, c'est le plus haut magistrat de France, c'est le premier président de la Cour de cassation, qui vient s'exprimer devant les tout nouveaux magistrats, les futurs magistrats, les auditeurs de justice. Donc le plus haut gradé envers ceux qui démarrent une carrière. Bon. Et je me souviens, je ne dirai pas son nom, mais je me souviens d'un premier président de la Cour de cassation qui est venu et qui a fait tout un discours sur, en gros, le délit de sale gueule. Il fallait se méfier des flics, excusez-moi. Voilà, donc voilà, si vous voulez. Alors, quand on commence comme ça dans la carrière, évidemment, c'est compliqué. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut... Alors, tout dépend du début de la formation. Enfin, pas un hasard si à l'école de la magistrature, moi j'y tiens beaucoup à l'école de la magistrature. Mais c'est surtout ce qui... Alors, sur la formation, on doit certainement améliorer pour ouvrir encore davantage donc, les recrutements, qui existent déjà. L'ouverture existe déjà, mais peut-être même certainement, il faut insister aussi là-dessus, tout en gardant un vivier de candidatures qui soit d'un haut niveau, parce que la magistrature doit être un recrutement, bien sûr, de haut niveau. Et ensuite, la formation. 31 mois de formation, en stage dans les juridictions et à l'École nationale de la magistrature, tout va dépendre de la formation elle-même. Vous savez, la formation des magistrats est exposée devant le conseil d'administration de l'école, qui est composé du premier président, du procureur général de la Cour de cassation. Enfin. Donc c'est là qu'il faut porter l'effort. Or, ce qu'on peut appeler la droite, quand il y a eu des gouvernements de droite, enfin le terme, eh bien, n'a jamais compris l'importance de tout cela. Voilà. Donc il y a le recrutement, et puis il y a la formation. Ça, c'est déjà ça. C'est la droite. Et puis il faut arrêter, parce que toute cette idéologie du syndicat de la magistrature, voilà, ça vient de là. Un tout autre sujet, un sujet qui intéresse l'Institut pour la justice. Nous avons lancé il y a quelques semaines une pétition et une petite opération contre les aménagements de peine et les remises de peine de manière générale. Est-ce que ça aussi, quel avis avez-vous sur ce sujet-là, et est-ce qu'il fait partie pour vous aussi de toutes les dérives du système judiciaire actuel ? C'est tout le problème de la certitude de la peine, si vous voulez. Et de la certitude de la peine dépend le signal qui est lancé par la société et l'autorité, tout simplement, la conception même de l'autorité. Donc oui, c'est un sujet. C'est évidemment un sujet. Alors, on a vu d'ailleurs que de manière très, très malhonnête, en fait, le ministre de la Justice, là, a supprimé l'automaticité des remises de peine, mais en réalité, en supprimant l'automaticité
remise de peine, il a considérablement aggravé les remises de peine. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'avoir aujourd'hui plus de remises de peine qu'hier. Donc on voit bien quel est l'objectif, qui est le sien, qui est toujours le même que celui de Mme Taubira, hein. C'est jamais de prison. On se débrouille pour qu'il n'y ait jamais de prison. Et même lorsqu'il y a une condamnation à de la prison ferme, il faut faire tout ce qui est possible de faire pour que les gens ne restent pas en prison. D'ailleurs, dès que l'occasion en a été donnée pendant la crise sanitaire, ils ont vidé les prisons, avec évidemment les conséquences en termes d'aggravation de l'insécurité qui ont été immédiatement les conséquences. Et puis je pense qu'il y a aussi la proposition que nous avons conçue avec Jean-Paul. Précisément, je vous parlais tout à l'heure des atteintes à l'intégrité physique. Je crois qu'il faut vraiment donner signal à la société que les atteintes à l'intégrité physique sont inadmissibles. Et parce qu'elles sont inadmissibles, il n'y aura aucune possibilité d'aménagement de peine pour les peines prononcées de plus de 6 mois fermes pour les atteintes à l'intégrité physique. Donc, il faut que les délinquants sachent que s'ils attentent physiquement aux personnes, s'ils agressent physiquement les personnes, et qu'ils prennent une condamnation de 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, ils feront 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an. Il n'y aura aucun aménagement possible. Je pense que c'est là aussi, si vous voulez, le principe de la politique pénale. C'est à un moment donné, on donne une consigne claire. On la donne soit par la loi, soit on la donne par les consignes qui sont adressées au procureur. Mais il faut casser cette spirale de violence parce que je considère comme terrible pour une société que l'espace public, qui est l'espace où on vit ensemble, soit un espace qui devienne anxiogène, où quand on sort, on a l'impression de mettre son intégrité physique ou sa vie en danger. Une société pleine de tensions, absolument. Alors, autre sujet aussi qui revient très régulièrement, le lien entre immigration et délinquance. Il semblerait que la plupart des candidats maintenant acceptent de faire ce lien. Pour vous, j'imagine que c'est... Oui, un lien direct. Enfin, je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'années, quand on le disait, on se retrouvait devant les tribunaux condamnés. Hein. Bon. Non, je le rappelle parce que ceux qui nous expliquent aujourd'hui, qui sont très courageux parce qu'ils parlent d'immigration, nous avons risqué, nous avons dit les choses depuis bien longtemps. Il y a évidemment un rapport absolument direct entre l'immigration sauvage, dérégulée, telle que le vit la France, et l'insécurité. 95% de la délinquance de rue est le fait soit d'immigrés, soit de gens d'origine immigrée. C'est un fait, voilà. Donc aujourd'hui, on n'est plus condamné pour ça, Dieu merci, parce que c'est une réalité. Mais ne serait-ce que les chiffres dans les prisons, d'ailleurs, le démontrent. Donc il faut, la première des actions à mener pour faire baisser l'insécurité, c'est de régler le problème de l'immigration. Voilà, ça paraît étrange de le dire parce que c'est pas juridique, ça participe pas de la politique pénale, et pourtant la réalité et le pragmatisme veut qu'on arrête l'immigration anarchique pour faire baisser de manière presque spontanée la délinquance. Et puis après, il y a tout le concept que nous défendons, qui est de dire nous n'avons aucune raison d'accepter que des étrangers commettent des délits et des crimes chez nous. Voilà, on vous donne l'hospitalité, vous venez et vous commettez des crimes et des délits. Ben, à partir du moment où on vous donne l'hospitalité et que vous vous tenez mal, vous repartez chez vous. C'est pas peut-être vous repartirez chez vous, c'est vous repartirez chez vous. Voilà, car nous n'avons encore une fois aucune raison de maintenir sur le territoire des gens qui se tiennent mal. Je vous signale que la suppression de la double peine, qui a été décidée par la droite, a entraîné un fait fou, qui est qu'un violeur de vieilles dames, un assassin d'enfants étranger, quand il sort de prison, on ne peut pas le renvoyer chez lui. Bon, ben, je pense que chacun, le bon sens veut qu'on change cela et de manière urgente. Ouais. Alors, encore une autre question qui intéresse particulièrement l'Institut pour la justice, c'est la place des victimes. Vous le savez, alors les victimes dans le procès pénal ont en France une place particulière qui s'explique par l'histoire, etc. Mais dans la population française en général, la place des victimes revient assez souvent et on a l'impression, quand on discute avec ces victimes, qu'elles se sentent vraiment broyées, maltraitées par le système judiciaire. Vous, est-ce que vous estimez que les victimes sont bien traitées en France? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous prévoyez de changer les choses à ce niveau-là? Non, elles ne le sont pas. Mais Jean-Paul, là encore,
je laisse le professionnel parler, parce que je pense que les magistrats sont les mieux placés pour savoir comment sont traitées les victimes en France. Oui, c'est d'ailleurs assez choquant, parce que moi, dans l'idéal, il faudrait que le dossier qui concerne le prévenu ou l'accusé soit à égalité avec le dossier de la victime, si vous voulez. Or, il est complètement dissemblable. Et on a... Je dirais un exemple avec le procès actuel sur le Landais, où on parle de lui du matin au soir. Ça occupe toutes les chaînes de télé. Lui, comment se fait-il qu'il ait commis un acte aussi grave, etc. Mais la victime, on en a parlé, mais elle n'est pas traitée évidemment de la même façon, y compris judiciairement parlant. Donc par rapport à cela, il y a bien entendu, si vous voulez, des progrès à faire, donner une place qui n'est toujours pas la sienne dans le procès pénal. Et puis la première des protections des victimes, bien entendu, c'est naturellement de revenir à la base, de faire en sorte que la victime ne croise pas son agresseur 2 jours après l'acte, c'est-à-dire il faut, et ça aussi c'est prévu, qu'un individu qui commet une infraction, il y ait une vraie réponse pénale, ça rejoint la question de tout à l'heure, immédiate, et qu'il reste sous main de justice. C'est-à-dire qu'il ne retrouve pas la liberté tout de suite, qu'il soit jugé très rapidement si les investigations sont assez rapides, et dans la criminalité ordinaire, je dirais, pas besoin d'investigations très lourdes. Et donc on peut très bien, il y a des procédures qui existent pour cela, mais on peut mettre en place d'autres procédures pour que la personne ne soit pas relâchée. On lui donne une date d'audience dans 6 mois, dans 8 mois, et l'agresseur se retrouve face à sa victime, le cambrioleur se retrouve face à sa victime le jour d'après. Donc si vous voulez, tout ceci heurte le bon sens. Et il y a des possibilités, bien sûr, pour éviter cela, des possibilités procédurales. Dans le livre blanc sur la justice dont Marine a parlé, il y a maintenant déjà 2 ans, parce qu'en février 2020, 95 mesures sur la justice et la sécurité ont été rendues publiques. Des mesures très fortes, notamment bien sûr par rapport aux victimes. Donc récemment, le livret sur la justice est sorti, qui accorde bien sûr à la victime. Je pense que de manière générale, y compris, il y a un effort à faire sur les réparations civiles. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que bien souvent, les condamnés le sont soit à des dommages et intérêts, soit à des amendes, et que tout ça c'est prononcé et puis c'est fini. Bon. Et les victimes sont laissées souvent seules pour essayer de récupérer en fait la réparation de leur préjudice. Alors la facilité consiste, quand ce sont des crimes qui sont des crimes importants, à aller devant la cour je ne sais plus son nom, de réparation, la commission d'indemnisation des victimes, mais quid de la manière dont cette commission après récupère l'argent sur ceux qui ont commis des crimes, on n'en sait strictement rien. C'est perte et profit pour la société, si vous voulez. Or, je pense que la réparation pécuniaire doit faire l'objet également d'une attention, avec des facilités données pour pouvoir récupérer l'argent, soit par saisie, soit par prélèvement bancaire, et tout. Parce que ça met aussi un peu du plomb dans la tête d'abord de ceux qui sont condamnés, et deuxièmement, c'est une réparation. Et si elle n'est pas versée, il n'y a pas réparation. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, il faut remettre les choses à leur place. Voilà. Je pense que tout est aujourd'hui, si je puis me permettre l'expression, cul par-dessus tête, et qu'il faut revenir en même temps à un vrai bon sens et à une vraie application de ce qui fait le sentiment de justice dans notre pays. Oui, typiquement, on a des victimes qui reçoivent nous on a des témoignages dans notre collectif de victimes, des victimes qui reçoivent un chèque de 3 € tous les mois. Ça, c'est complètement invivable pour une victime. Voilà, exactement. Si vous me permettez juste un point, parce que par rapport aux victimes aussi, si vous voulez, dans la sanction qui intervient après, la victime retrouve quelqu'un qui a été condamné, par exemple, je sais pas, à 2 ans de prison. 3 mois après, la victime peut retrouver son agresseur. Si vous voulez, la juridictionnalisation de l'application des peines change toute la donne. Or, au moment où la sanction est prononcée, on applique les principes. Individualisation de la sanction, personnalité des peines. Au moment où la juridiction se prononce, eh bien, après, ces principes, on les bafoue totalement, puisqu'on change tout. Si vous voulez, ceci est inadmissible. Et incompréhensible. Incompréhensible. Donc c'est là aussi où la victime va se retrouver, parce que la victime ne peut pas se retrouver dans une situation où
qui lui échappe totalement, puisqu'elle ne sait plus ce qui se passe après la condamnation. Et quand elle le sait, c'est plus la condamnation qui a été prononcée. Et est-ce qu'il y a une mesure peut-être un petit peu plus originale qui est contenue dans votre programme dont vous pourriez nous parler? Il y a une mesure importante, et Marine est la seule candidat qui propose une telle mesure, c'est le principe d'opportunité des poursuites. Alors c'est un peu technique, mais pour dire simplement les choses, ça veut dire c'est le principe de la légalité et le principe d'opportunité. Aujourd'hui, il y a un principe qui s'applique, qui est l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que le procureur de la République apprécie, souverainement quelque part, donc s'il y a lieu de poursuivre ou pas une infraction. Eh bien, nous passerions à un système de légalité des poursuites. C'est-à-dire que c'est un principe qui fait que quand les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, le procureur n'a plus d'opportunité. Il doit poursuivre. Et donc cela, c'est très important, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la première des réponses pénales, c'était une non-réponse avec des classements sans suite. Et notamment des classements sans suite en opportunité. Donc pour des tas de raisons, parce que la machine judiciaire est complètement encombrée, c'est pas par plaisir que les procureurs évidemment classent les affaires, mais là, il y aurait poursuite à chaque fois que l'infraction est constituée, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs pour autant automaticité. Et puis ça aurait aussi un autre avantage. Ça veut dire on pourrait plus facilement faire passer une vraie politique pénale. Le gouvernement, le président de la République, le gouvernement, le garde des Sceaux fait passer des circulaires, des sortes d'instructions aux procureurs généraux, aux procureurs. Eh bien, avec un principe de légalité des poursuites, où les infractions sont forcément poursuivies, on fait passer tout ce qu'on veut en termes de lutte. Par exemple, la lutte contre la drogue, la lutte contre le harcèlement de rue, puisqu'on a toute une série de propositions par rapport à cela. Et ça, on est les seuls candidats à le proposer. Donc vous proposez une légalité des poursuites à la place de l'opportunité actuellement c'est cela. à ce niveau-là. Mais le procureur garde un pouvoir de classement sans suite, Ouais. évidemment, quand l'infraction n'est pas constituée. Bien entendu, ça ne veut pas dire automaticité, mais il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Et bien sûr, il faut avoir tous les moyens avec, qui sont prévus dans les lois de programmation qui sont indiquées dans notre programme. Vous, dans votre programme ou dans ce que vous proposez, est-ce qu'il y a une mesure qui concerne la justice qui vous paraît plus emblématique que les autres, plus urgente ou voilà, la mesure la plus importante? L'urgence, c'est de reconstruire cet édifice effondré qu'est la justice française. Donc c'est toujours difficile quand on vous demande une mesure, parce qu'en réalité, il y a une cohérence dans ce qu'on construit en matière de restauration de la justice. Mais peut-être la mesure qui me paraît importante, parce qu'elle correspond encore une fois à une dérive, qui est une dérive récente de la société, ce sont les mesures sur les atteintes à l'intégrité physique. Parce que les agressions physiques créent à juste titre une peur terrible chez beaucoup de Français, et notamment évidemment chez les plus vulnérables, qui sont ainsi privés de la vie en société parce qu'elles craignent pour leur intégrité physique. Et puis au fond, c'est une vraie valeur de civilisation. Vous voyez, la préservation de l'intégrité physique, c'est le respect de la vie. Et je crois que ça fonde notre civilisation. Et donc en défendant cela, eh bien, on défend aussi nos valeurs de civilisation. Ouais. Alors, toute dernière question, vraiment, là, qui sort un petit peu du cadre judiciaire. Est-ce que vous connaissez l'Institut pour la justice? Je sais que nous avons déjà eu quelques contacts avec M. Garot. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que il vous arrive de lire nos études, nos notes, etc. Oui, bien sûr. Mais je connais surtout un certain nombre de gens qui y participent activement. Oui. Je connais Xavier Hofer. Ouais. Je me suis beaucoup attaché à ces études. Moi, je pense que dans beaucoup de domaines, on ferait bien de demander leur avis aux criminologues plutôt qu'aux sociologues, ne serait-ce que parce que les seconds n'ont pas prouvé leur efficacité dans la lutte contre la criminalité et la délinquance. Je pense qu'en plus, ils participent de ceux qui ont eu vraiment une vision très tôt, dès les années 80, très juste, une vraie acuité sur ce qui était en train de se dérouler et ce qui allait se dérouler. Je connais très bien mon confrère Goldnadel, dont je suis... aussi expert de l'Institut pour la justice. Oui, dont je suis les combats, les coups de gueule, les analyses depuis déjà de nombreuses années. J'ai regardé également avec attention les études de M. Berger, et je pense qu'il y a un vrai sujet aussi là, sur les sources en fait
de la criminalité, notamment juvénile, et les moyens d'y faire face. Enfin, non, tout ça est extrêmement intéressant. Bon, en même temps, j'ai pas beaucoup... c'est pas très étonnant, puisque vous savez, non seulement j'ai été avocat, mais j'ai fait un DEA de droit pénal, donc je me suis toujours quand même beaucoup intéressé à ces sujets, au-delà d'avoir plaidé de l'autre côté de la barre. Vous voyez, on finit par se retrouver quand il s'agit de défendre l'intérêt du peuple français. Merci beaucoup. Merci à vous.